Rahman Rahim. Dans cette quatrième vidéo consacrée au cours d'électricité 2 de SMP, SMC, S3, je vais enchaîner sur les trois premières vidéos dans lesquelles vous avez vu une introduction concernant le champ magnétique et les sources des champs magnétiques, en particulier les aimants et les courants électriques. Ensuite, vous avez vu la loi de Biot-Savart et vous avez vu un exercice d'application concernant le champ d'induction magnétique B créé en un point M quelconque de l'espace par un fil infini parcouru par un courant électrique constant I. Dans cette séance, nous allons poursuivre par l'énoncé d'une propriété fondamentale du champ magnétique, propriété, je pense que c'est le paragraphe 4, propriété fondamentale du champ d'induction magnétique B. Et cette propriété, c'est divergence B égale à 0. Pour introduire ce paragraphe, je vais d'abord rappeler la loi de Biot-Savart. Je rappelle que si vous avez un circuit filiforme, c'est-à-dire qu'il y a la forme d'un fil parcouru par un courant d'intensité I, et si vous avez un point M quelconque de l'espace, eh bien, un élément quelconque, dl, qu'on représente par le vecteur dl qui est orienté dans le même sens que le courant I et qui est centré autour d'un point P, cet élément de courant IDL va créer, d'après la loi de Biot-Savart au point M, un champ qui s'exprime par dB au point M égale μ0 sur 4pi, ça c'est une constante, avec μ0 c'est la perméabilité magnétique du vide, multiplié par l'élément qui crée le champ magnétique, c'est-à-dire EDL, vectoriel, I sur R au carré, qui s'écrit aussi μ0 sur 4pi, IDL, vectoriel R sur R3, parce que le vecteur U, c'est le vecteur R sur R, qui est aussi le vecteur PM, le vecteur unitaire PM sur PM. Cette expression de Biot-Savart, c'est la base de toute la magnétostatique et vous pouvez l'utiliser pour calculer les champs magnétiques d'induction magnétique créés par n'importe quel circuit filiforme, quelle que soit sa forme. Je rappelle qu'un circuit filiforme, c'est un circuit qui a la forme d'un fil, donc il a une longueur et sa section est pratiquement égale à 0. Sa section est très négligeable. Alors avant de poursuivre, je vais faire d'abord une remarque en faisant une certaine analogie avec ce que vous avez vu en électrostatique. On rappelle que si en électrostatique, si vous avez une charge élémentaire dQ, vous prenez par exemple une distribution de charge quelconque, un élément de charge dQ va créer en un point M un champ dE qui est égal, ça vous le savez, à 1 sur 4pi epsilon 0 la charge élémentaire dQ sur
R carré multiplié par les vecteurs unitaires U, ou bien 1 sur 4 pi epsilon 0 dq multiplié par le vecteur R sur R3. Alors pourquoi j'ai fait ce rappel? Bien, tout simplement parce qu'on peut constater que l'expression de la loi de Biot et Savart concernant le champ d'induction magnétique est similaire. Il a à peu près la même forme que l'expression du champ électrostatique créé par une charge élémentaire. Alors, on va voir les ressemblances. Là, vous avez 1 sur 4 pi ici et là. Et puis, vous avez le mu 0 qui est remplacé par 1 sur epsilon 0. Dans le cas du champ électrique, dq, c'est la quantité qui crée le champ. Dans le cas du champ magnétique, et dl, c'est l'entité qui crée le champ magnétique. Divisé par R au carré, donc, pardon, là vous avez R au cube, je m'excuse. Alors, divisé par R au carré vous l'avez partout, et puis multiplié par le vecteur unitaire U que vous avez partout. Donc, on voit que l'expression de la loi de Biot et Savart est similaire à celle du champ électrostatique à condition de remplacer 1 sur epsilon 0 par mu 0 et vous remplacez dq par I dl. Seulement là, il faut constater que puisque dq c'est un scalaire et idl c'est un vecteur, lorsqu'on va multiplier par le vecteur unitaire u, sachant que le résultat doit être un vecteur, c'est db ou bien du, dans ce cas, pour db, il faut multiplier vectoriellement avec u, donc vous avez idl vectoriel r sur r3, et pour le champ électrique, vous multipliez un scalaire par un vecteur, donc c'est une multiplication scalaire. Alors ça c'est très intéressant parce que cette analogie, on va la retrouver par la suite et il va nous permettre d'établir un certain nombre de relations facilement sans passer par les démonstrations qui sont parfois très compliquées. Donc je rappelle qu'on a une certaine analogie entre l'électrostatique et la magnétostatique dans les formules établies, en particulier lorsqu'on remplace, il faut remplacer dq par idl et 1 sur epsilon 0 par mu 0, et lorsque vous avez un produit scalaire en électrostatique, il faut le remplacer par un produit vectoriel en magnétostatique. Bon, ça c'était un rappel assez rapide, et je vais enchaîner ensuite par la propriété fondamentale de la divergence de B. En fait, si je prends l'expression de dV, de dB, si on calcule la divergence de l'expression de dB qui est donnée par la loi de Biot et Savart, eh bien, sachant que je peux prendre dl suivant k, on peut choisir dl suivant le vecteur k, et on travaille en coordonnées cartésiennes. Dans ce cas, le R il sera égal à xi plus yj plus zk. Et si vous calculez la divergence en coordonnées cartésiennes, la divergence de dB,
ben, ça sera égal à d de la composante de dB suivant x par rapport à x, d, la dérivée de dby par rapport à y, et plus la dérivée de dbz par rapport à z. Alors, vous pouvez faire ce calcul, le détail de ce calcul, vous l'avez sur votre polycopier, sur le polycopier, où nous allons le déposer sur la plateforme. Eh bien, on montre que dans ce cas, que la divergence de dB est toujours égale à 0, quelle que soit la forme du fil. Et par conséquent, je peux étendre ce résultat je vais réduire un petit peu la taille de ce tableau. Voilà. Bien, on montre que divergence dB égale à 0, et puisque divergence dB c'est la divergence de l'intégrale de dB, sachant que B c'est l'intégrale de dB. L'opérateur divergence est un opérateur qui est linéaire, donc je peux l'intervertir avec le signe somme. Et l'intégrale de divergence de B est égale à 0. Donc la divergence de B est toujours égale à 0, qui est la propriété fondamentale. Quelle que soit la distribution de courant, on a toujours la divergence de B qui est égale à 0. Et ça représente, comme je viens de le dire, la propriété fondamentale du champ d'induction magnétique. Quelle est la signification physique de cette expression? Eh bien, si on considère un volume quelconque, taux, un volume est nécessairement limité par une surface S. La limite de ce volume, c'est la surface S, qui sera nécessairement une surface fermée, parce que la définition d'une surface fermée, c'est une surface qui limite un volume. Eh bien, dans ce cas, si je prends n'importe quel élément de volume tau, je vais avoir la divergence de B dans taux, parce que divergence de B, ça c'est une équation qui est locale, il est vérifié en tout point de l'espace. Donc divergence de B multipliée par d taux, il sera toujours égal à 0, parce que la divergence de B est égale à 0. Et si on fait la somme sur tous les éléments du volume, ce sera une intégrale triple sur tout le volume taux de divergence B des taux. Eh bien, la somme de plusieurs 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça va donner bien sûr 0. Or, d'après ce que vous avez vu, le théorème de Green-Ostogradsky, cette intégrale, d'après le théorème de Green-Ostogradsky,
Eh bien, cette intégrale peut se mettre sous la forme intégrale double sur la surface fermée S qui limite le volume τ du produit scalaire de B par ds, avec ds c'est l'élément de surface qui est dirigé toujours vers l'extérieur du volume. Donc B scalaire ds, c'est le flux de B à travers la surface S, et c'est un flux qui est sortant parce que le ds il est toujours dirigé vers l'extérieur. Bon, ceci est égal, d'après ce qu'on vient de voir, à 0, ce qui veut dire tout simplement que le flux entrant, c'est-à-dire lorsque B est dans le sens opposé de ds, les lignes de champ qui entrent dans le volume, ils vont avoir un flux qui est négatif parce que dans ce cas B et ds seront opposés, et lorsque les lignes de champ vont quitter la surface fermée, dans ce cas B et ds, ils seront dans le même sens. Ça s'appelle le flux sortant. Et puisque la somme est égale à 0, bien ça veut dire que le flux entrant est égal au flux sortant, parce qu'ils sont de signes opposés. Ça veut dire que le flux entrant de B est égal au flux sortant. Bien sûr, en valeurs algébriques qui sont opposées, lorsque je fais la somme, ce sera égal à 0. On dit alors que B est un flux conservatif. B est un flux conservatif. Donc, la conséquence immédiate de la propriété fondamentale de B divergence B est égale à 0, c'est que B est un flux conservatif, c'est-à-dire qu'à travers n'importe quelle surface fermée, quelle que soit sa forme, le flux entrant est le même que le flux sortant. Bien, ça c'est la première conséquence de cette propriété fondamentale. Il y a une deuxième conséquence qui concerne ce qu'on appelle le potentiel vecteur. Le paragraphe suivant, qui sera le paragraphe 5, potentiel vecteur. Bien, d'après la propriété fondamentale, divergence B égale à 0, on va d'abord rappeler des données mathématiques. On rappelle que si vous avez un champ de vecteur quelconque A, quel que soit le champ A, le champ de vecteur A, eh bien, on a une certaine propriété, c'est que la divergence du rotationnel de A est égale à 0. Ça, c'est une propriété des opérateurs linéaires différentiels, les opérateurs différentiels linéaires. Nous les avons vus en électricité 1, dans le premier chapitre, lorsqu'on a étudié les opérateurs différentiels linéaires. Nous les avons définis et il y a un certain nombre de propriétés qui sont vérifiées par ces opérateurs. Je rappelle deux de ces propriétés qui nous seront utiles dans ce paragraphe. D'abord, c'est que quel que soit le champ de vecteur A, la divergence du rotationnel de A est toujours égale à 0. Et aussi, quelle que soit la fonction scalaire f, le rotationnel du gradient de f est égal à 0. Donc la divergence du rotationnel est égale à 0 et le rotationnel du gradient est égal à 0. Ça, on peut le voir facilement en exprimant la divergence
et le rotationnel et le gradient par l'opérateur nabla. Et on peut montrer ces deux relations facilement, ce n'est pas l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un rappel qui me sera utile. Alors ça, c'est un rappel mathématique qui est quelconque, quel que soit le champ. D'autre part, je viens de montrer, d'après la propriété fondamentale du champ magnétique, que divergence B est toujours égale à 0. Divergence B est toujours égale à 0. Et la divergence du rotationnel de n'importe quel champ A est toujours égale à 0. Donc, on peut donc mettre le champ B comme étant, bien considérer le champ B, on peut donc considérer le champ B comme le rotationnel d'un champ A. Et on va écrire que donc B est égal à rotationnel d'un champ A. Et on vérifie bien que la divergence de B, ça sera toujours égal à la divergence de rotationnel de A qui est toujours égale à 0. A, le champ de vecteur A qui est lié au champ B par la relation B égale à rotationnel A est appelé potentiel vecteur associé à B. Ça nous rappelle, lorsque j'entends le terme potentiel, ça me rappelle en électrostatique une relation qui existe entre le champ et le potentiel. Cette relation, vous la savez, c'est E égale à moins gradient V. V, c'est une fonction scalaire. V est une fonction scalaire, donc V, c'est appelé le potentiel scalaire associé au champ électrique E. Ici, j'ai une autre relation qui relie le champ B à une autre grandeur A à travers un opérateur différentiel, c'est B égale à rotationnel A, et donc j'appelle A un potentiel aussi, mais ce n'est pas un potentiel scalaire, c'est un potentiel vecteur qui est associé à B. Alors, ce potentiel vecteur A, est-ce qu'il est unique? Eh bien non. Le vecteur A n'est pas unique, on peut trouver plusieurs potentiels vecteurs qui vérifient cette relation. En fait, si on remplace A par un autre champ de vecteur A' qui est égal à A plus gradient de F. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai B égale à rotationnel de A qui est égal à rotationnel de A' moins gradient de F. J'exprime A en fonction de A' et du gradient de F. Et puisque le rotationnel est un opérateur linéaire, donc c'est égal à rotationnel de A' moins rotationnel gradient F.
Et puisque je sais que le rotationnel du gradient de n'importe quelle fonction est égal à 0, bah, il va rester égal à rotationnel de A'. J'ai donc B qui est égal à rotationnel de A, mais qui est aussi égal à rotationnel de A'. Donc le potentiel vecteur n'est pas unique. Je passe d'un potentiel vecteur à un autre potentiel vecteur qui sont associés au même champ d'induction magnétique par la différence entre les deux qui est un gradient de fonction. On dit que le potentiel vecteur est défini à un gradient de f près. Comme ce que nous avons vu pour le potentiel électrostatique, on a vu qu'il était défini à une constante près. Là, il n'est pas défini à une constante, mais à un gradient de fonction près, c'est-à-dire que je peux remplacer A par A' si A' est égal à A plus un gradient d'une fonction quelconque. Eh bien, le choix de ce gradient, le choix de cette fonction, il va se faire de façon à faciliter les calculs et en imposant un certain nombre de conditions qui vont permettre de simplifier les calculs par la suite. On ne va pas prendre n'importe quel potentiel vecteur, mais on va prendre le potentiel vecteur qui vérifie un certain nombre de conditions qui permettent de faciliter les calculs. Bien. Alors, si je prends le cas d'un fil filiforme, d'un circuit filiforme, et je cherche quel est le potentiel vecteur créé par un élément IdL. Eh bien, dans ce cas, je peux faire la constatation suivante. Remarque. Je sais que d'après la loi de Biot-Savart, dB est égal à mu0 sur 4pi I dl vectoriel R sur R3. Ça, c'est la loi de Biot-Savart. Et sachant que le rotationnel de dl sur R est égal à dl vectoriel R sur R3. Ça aussi, c'est un résultat mathématique qu'on peut montrer facilement. On a cette relation entre le rotationnel dl sur R et dl vectoriel R sur R3. Eh bien, dans ce cas, je peux dire que dB c'est égal à mu0i sur 4pi. Je remplace le dl vectoriel R sur R3 par le rotationnel de dl sur R. La constante mu0i sur 4pi, je peux l'injecter à l'intérieur du rotationnel. Donc, rotationnel de mu0i sur 4pi dl sur R, et que je peux écrire que dB est égal à rotationnel dA. dB, je rappelle, c'est le champ d'induction magnétique créé par un élément infiniment petit, un élément de courant dl, parcouru par le courant I, et dA, ça sera le potentiel vecteur créé par
ce même élément au point M. Donc, si GDB égale la rotationnelle dA, ça veut dire que dA plutôt est égal à la rotationnelle dA, donc ça veut dire que dA égale à mu 0i sur 4pi dl sur R, rotationnel mu 0i sur 4pi dl sur R égale à la rotationnelle de dA. Mais si j'ai le rotationnel d'un vecteur est égal au rotationnel d'un autre vecteur, ben, ça ne veut pas dire que les deux vecteurs sont égaux, mais ça veut dire qu'ils sont égaux plus le gradient d'une fonction f. Donc dA va se mettre sous cette forme. Comment est-ce qu'on va déterminer le gradient f? Eh bien, on va faire un certain raisonnement comme pour déterminer le potentiel, la constante du potentiel scalaire. On va supposer que s'il n'y a pas de courant à l'infini, tout doit s'annuler et par conséquent, la quantité mu 0i sur 4pi dl sur R va tendre vers 0, il va rester le gradient f, donc le potentiel à l'infini est égal au gradient de f, et on va dire que ce gradient de f est égal à 0, et par conséquent, on va prendre gradient f égale à 0, et pour un cercle filiforme, on a dA égale mu 0i dl sur 4pi R, qui est l'expression du potentiel vecteur élémentaire créé par un élément de courant dl parcouru par le courant I. On peut aussi exprimer l'expression de ce potentiel vecteur lorsque le courant, ou plutôt lorsque le circuit n'est pas filiforme. Dans ce cas, il faut remplacer le courant I par le JDS et vous allez trouver une expression qui est assez simple. On ne va pas la détailler ici. Vous l'avez dans le polycopier. Si vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Donc on arrête là pour aujourd'hui et on va poursuivre la semaine prochaine, Inch'Allah.